Maintenant, on va entendre notre troisième conférencier, M. Stéphane Corriveau, qui est étudiant à la maîtrise en droit social à l'UQAM. Stéphane a été engagé dans les batailles pour les droits sociaux depuis une trentaine d'années. Il a collaboré avec des groupes au Québec, au Canada et à l'échelle internationale sur la question de la lutte contre la pauvreté, les droits sociaux, les droits humains. Il a, entre autres, dirigé la rédaction de la toute première édition du Petit guide de survie des chômeurs et chômeuses en 1990, avec notre lien rétrospective-perspective sur le chômage. Et aujourd'hui, son exposé mettra l'accent sur le nouveau tribunal de la sécurité sociale. Alors, bonjour. Merci de m'avoir accueilli ici, puis au département d'organiser ça. Bon, l'introduction, la modification aux droits substantifs concomitante à la mise sur pied du tribunal, le tribunal de la sécurité sociale qui va être le cœur de la présentation, et l'impact sur le non-recours, c'est-à-dire la non-utilisation des recours qui sont à la disposition des gens pour contester une mauvaise décision. Puis évidemment, la conclusion. Le cadre général de cette chose-là, au fond, elle revient à qui? Bien, elle revient à notre ministre des Finances, M. Flaherty, qui a annoncé la réforme en disant une chose très précise. On va cibler ceux qui méritent notre soutien, les Canadiens qui veulent travailler. Ça, c'est M. Flaherty qui l'a annoncé comme ça, la réforme. Ce que ça veut dire, c'est que tous les autres, tous ceux qui ne vont pas se plier exactement, rentrer dans toutes les petites cases comme on les a demandé et comme on les a prévus, c'est en fait des fraudeurs. Et l'hypothèse de travail, c'est qu'en fait, en modifiant de fond en comble le mécanisme d'appel du régime, le gouvernement fédéral veut, à travers sa mécanique, s'attaquer au fond du régime. Il utilise les noix, les bottes, les écrous pour empêcher les gens de rentrer dans la mécanique, bénéficier du programme. En gros, en 2011-2012, M. Flaherty et Mme Finlay ont fait une équipe, puis ils ont amené un certain nombre de changements importants, catégorisation des prestataires, l'emploi convenable, un nouveau processus de contestation, un truc dont on parle peu, mais qui va avoir, à mon avis, beaucoup d'impact, communications électroniques qui sont généralisées puis mis au centre du processus, et la dissolution de l'Office du financement de l'assurance-emploi du Canada. Pas beaucoup de monde savent ce que c'est. C'est en fait une gamique pour sauver de l'argent, en fait, pour revoler un autre 15 milliards au passage. Et la durée et le montant des prestations ont été sérieusement affectés, surtout dans les régions un petit peu plus, où le taux de chômage est plus élevé. Alors, on va aller au cœur du sujet, puisque les conférenciers avant moi étaient beaucoup plus qualifiés et beaucoup plus intelligents pour parler de ce qui s'est passé avant puis sur l'histoire globale. Mais sur le conseil arbitral, malgré certaines critiques du conseil arbitral, il y a des caractéristiques qui étaient considérées comme très positives. Premièrement, il était accessible, il était rapide, hein, ça prenait 7 jours pour avoir sa décision qui était rendue, 30 jours on était entendu. C'est une justice de proximité qui était faite par des gens qui vivaient dans le milieu puis connaissaient la dynamique réelle du marché du travail dans cet environnement-là, dans cette communauté-là. C'est donc un régime qu'on peut considérer qui était assez effectif. Dans les choses qui étaient négatives et qui étaient relevées par beaucoup de gens depuis longtemps, mais c'est le caractère partisan des nominations à la présidence du conseil arbitral qui revenait constamment comme une critique, et la mauvaise préparation des dossiers par la commission. On n'a pas le temps ici, mais il y a une longue série de jurisprudences qui disent qu'est-ce que c'est que ce dossier-là qui a été monté par la commission puis qui nous a induit en erreur, où les faits étaient mal ramenés, où les jurisprudences qui étaient citées étaient des jurisprudences qui étaient orientées puis qui étaient sorties de leur contexte, par exemple. Alors, au fond, ce qu'on peut dire, c'est que, puis là, il y a un de nos amis, M. Thompson ici, le big boss du mécanisme d'appel de l'assurance chômage, quelques mois avant que le mécanisme soit aboli puis dénoncé en disant on va amener quelque chose de mieux, disait à la Chambre des communes, c'est quand même pas rien, enfin, un comité de la Chambre, il nous expliquait que c'est le processus-là, il existe depuis longtemps, puis c'est rapide et efficace. Là, on est quelques mois avant l'arrivée du Conseil. Enfin, pas l'arrivée, mais l'abolition du Conseil. Alors, c'est un petit peu embêtant. Ce à quoi on peut arriver globalement, en termes d'analyse globale, c'est que le tribunal de la sécurité sociale est un projet qui est imposé. C'est-à-dire que ça n'a pas été réclamé ni par les intervenants, c'est-à-dire ni les groupes de défense de chômeurs, de chômeuses, ni les organisations syndicales, ni les organisations patronales, ni la commission comme instance. Il n'y a aucun mémoire public, il n'y a rien. Vous pouvez chercher pendant des mois et des mois ce que j'ai fait. Il n'y a nulle part quelque chose qui dit qu'il faut réformer cette institution-là qui est faite par un partenaire social depuis au moins 10 ans que j'ai pu retrouver. Alors,
là, dans l'argumentaire, pour ramener la nouvelle mécanique, on peut lire dans la Gazette officielle que la nouvelle mécanique va avoir une approche qui est uniforme, simplifiée, informelle, rapide et efficiente. Alors, on prend ça, qui est l'ancien système, et je vous rappelle, donc, les mots importants, simplifié, informel, rapide et efficient, puis on les remplace par ça. Alors, ils ont le droit. Ça fait partie de leur privilège législatif, mais je doute. Alors, on va travailler un petit peu sur la base de ce tableau-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bien évidemment, ça n'a pas changé. La décision reste la décision de base, c'est le point de départ de notre affaire. Ce qu'on avait autrefois, c'est une révision administrative informelle, c'est-à-dire que quand un prestataire contestait une décision, il demandait d'être entendu au conseil arbitral. Automatiquement, la machine se mettait en marche, puis révisait ce qui se passait. Mais le délai, le timer pour ton 30 jours d'être entendu par le conseil arbitral marchait. Eux, ils devaient répondre, puis se contraindre à te répondre dans ce temps-là. Ce que maintenant on a, c'est une révision administrative formelle qui fait en sorte que, puis là, c'est marqué dans le règlement, sans délai. Alors, sans délai, puis on n'a pas le droit de passer de cette case-là à celle-ci tant qu'on n'a pas eu la réponse là. Donc, à la limite, on pourrait peut-être entamer des procédures puis aller demander une injonction contre la commission ou je ne sais pas quoi pour être entendu. Mais formellement, pour l'instant, la loi et le règlement disent juste tu n'as pas le droit de passer à l'autre étape tant que tu n'as pas été entendu ici puis qu'on n'a pas rendu la décision. Et là, ça dit sur le site web de Service Canada puis de la commission, bien, ça prend le temps que ça prend. Puis quand que le dossier est compliqué, attendez-vous que ça prenne plus de temps. Bon, une fois qu'on a passé cette étape-là puis qu'on n'a pas eu une bonne décision, ben on a l'étude du dossier. On n'est pas entendu tout de suite. Parce que là, puis on va voir ça un petit peu plus loin tantôt, mais il y a une étude du dossier, puis le nouveau juge, parce qu'ici on avait une équipe de 3, mais là on a une seule personne. Le nouveau juge, sur la base de la documentation qu'il a entre les mains, doit prendre une décision. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va soit nous dire, bien écoutez, parlez-vous la commission puis le prestataire, puis peut-être que vous allez trouver une solution. Vous allez négocier, je ne sais pas quoi, le taux de prestation, vous allez négocier, non, c'est pas vrai, il ne propose pas de négocier le taux de prestation, mais vous pouvez négocier quelque chose. Est-ce qu'il est vraiment malade pendant tout ce temps-là? Est-ce qu'il a été guéri assez vite pour avoir le droit d'avoir droit à l'assurance chômage ou pas? Ou, non, moi je considère que ce dossier-là n'a pas de chance d'être entendu, n'a pas de chance de gagner, on ne perdra pas de temps ici. Fait qu'on va procéder, puis on va dire merci beaucoup, bonjour, on ne vous a pas entendu, on a vu votre document, votre lettre d'appel, mais ça ne nous a pas convaincus. On passe au prochain numéro. Ou on a le droit d'aller direct en audience s'il pense qu'il y a quelque chose à faire. Si on a le rejet, on a le droit de contester le rejet en allant à l'autre instance, qui est la division d'appel du nouveau tribunal. On est entendu, c'est le seul moment où on est entendu de plein droit par la division d'appel. Et la seule décision, disons, positive, si on est chanceux que la division d'appel peut nous donner, c'est nous renvoyer à la division générale. La division générale va nous donner une décision. Si on n'est pas content de la décision, on aura le droit de retourner à la division d'appel. Mais avant d'être entendu à la division d'appel, il va falloir demander la permission d'être entendu. Alors, pour ce qui est de la simplicité, de la dynamique et de la rapidité, enfin, on verra, mais c'est, à mon avis, un petit peu embêtant. Puis, alors qu'autrefois, ici, on avait 60 jours pour réfléchir sur le fait si on va contester ou pas une décision du conseil arbitral, on n'a plus que 30 jours pour prendre cette décision-là. Cette notion-là aussi son importance parce que la plupart des gens, dans la vraie vie, font toute cette première étape-là tout seuls jusqu'à maintenant. Et donc, ils ont en masse le temps de se pendre, de prendre toute la corde qu'il faut pour se pendre eux-mêmes, puis faire toutes les mauvaises déclarations, puis pas comprendre toutes les nuances de ce qu'il faut dire, puis pas dire, puis comment le dire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dire la vérité, mais ça veut dire qu'il y a une manière de la dire puis de la présenter. Et que, ben, si on a, tu sais, dans le labyrinthe ici, là, les chances que ça soit compliqué, c'est assez fort. Donc, quand on a rendu là, on veut aller voir des gens, on va des avocats, des organisations de défense de droit, ainsi de suite, puis ben, bonne chance. L'autre grande caractéristique, les petits carrés qui sont là, c'est que jusqu'à maintenant, on avait une audience. C'est-à-dire que ce que ça veut dire, une audience dans la tête de la plupart des gens, c'est qu'on se présente, hein, puis là, on a ce qu'on appelle l'expression « your day in court ». Tu as la chance d'être entendu puis de plaider ta cause. Maintenant, c'est plus de même que ça marche. La valeur de base, c'est le dossier. Et le dossier,
c'est tu rédiges tout ce que tu veux et tout ce que tu veux pas, tu le renvoies, puis ça marche comme ça. Il l'étudie et il considère que s'il y a des questions de plus, ça peut suffire de t'envoyer une lettre qui dit, ben réponds, puis ton audience se passe par la correspondance. Ensuite, si ça ne marche pas par correspondance, c'est trop long, trop compliqué, tu peux faire une téléconférence, éventuellement une vidéoconférence, puis si tout ça ne marche pas, là, on va te rencontrer pour de vrai. Alors, en termes de proximité, on est dans un autre univers. L'impact de tout ça, évidemment, ben, on va le voir, d'après moi, c'est que ça va réduire la quantité d'usagers. Bon, pas d'usagers, mais de gens qui vont accepter de rentrer dans ce labyrinthe-là pour y aller. La première étape du processus, M. Celis l'a très bien dit tout à l'heure, c'est la révision administrative. C'est-à-dire que une mauvaise révision administrative, ça c'est mon a priori, pas juste le mien d'ailleurs, il y a des gens partout bien plus savants que moi qui l'ont dit partout dans le monde. Une mauvaise révision administrative fait que tout ce qui va suivre dans l'organigramme qu'on a vu tantôt va te mettre les pieds dans les plats, puis fait en sorte que la plupart des gens vont pas accepter, vont abandonner, ils n'iront pas plus loin dans le processus. En décision administrative, il y a évidemment deux éléments particulièrement problématiques. Le premier, c'est le délai, j'en ai parlé tout à l'heure. Le deuxième, on n'en a pas parlé, puis là, ben, ce matin, j'ai eu des informations. Évidemment, vous serez clément avec moi parce que comme c'est rentré en vigueur le 1er avril, il y a des choses qui sont encore dans l'ajustement et dans la perception. Ce qu'on appelle la défense aveugle. C'est-à-dire qu'il y en a sûrement parmi vous qui avez déjà reçu ou vu une décision de l'assurance chômage qui dit que vous n'êtes pas accepté, vous avez vu la lettre de quelqu'un d'autre alors, vous n'avez pas le droit aux prestations parce que vous êtes sans emploi pour cause d'inconduite. C'est ça que tu sais. Tu n'as pas de prestations parce que tu as fait une inconduite. Tu ne sais pas si c'est parce que tu es arrivé 3 fois en retard dans le dernier mois, si c'est parce que tu as fait des commentaires un peu désobligeants sur ton patron pendant que tu étais aux toilettes et qu'il était dans la salle à côté de toi, ou encore parce que tu travailles dans le service à la clientèle et que tu n'as pas été correct avec un client, qu'un client fait une plainte. Tu ne sais pas c'est quoi ton inconduite. On te demande de te défendre sans te dire de quoi tu es accusé, à part le fait que c'est une inconduite. Il faut que tu fasses des démarches supplémentaires à l'assurance chômage, puis là, on a eu des échos différents. Entre autres, ce matin, comme je disais, les gens sont dans une situation où l'assurance chômage refuse de transmettre l'information. Ils se font demander, dites-nous pourquoi vous n'avez pas fait d'inconduite, et on vous dira après ce que vous n'avez pas fait de bien. Maintenant, il semble qu'hier, ils ont répondu à quelqu'un que oui, ils étaient prêts à partager l'information. Mais c'est la première fois qu'on a cette information. Ça reste donc à explorer, et donc en termes de défense aveugle, ça reste embêtant. La révision administrative, si la défense aveugle est confirmée, il y a une décision qui est liée au statut de réfugié, mais c'est quand même une procédure administrative. Puis il y a une décision de la Cour suprême qui dit que de ne pas savoir de quoi on est accusé et devoir se défendre, ça n'a comme pas d'allure. Maintenant, il y a autre chose qui peut se passer. C'est qu'à l'interne de la mécanique de l'assurance chômage, il y a des pressions. On sait qu'il faut couper, puis couper encore. Alors, les intérêts des agents qui, même s'ils sont indépendants formellement, ils sont dans un appareil et il y a une dynamique générale. Ils sont fonctionnaires de cette organisation-là. Et la logique, c'est que les coûts doivent être diminués. Et cela risque d'avoir une influence en conséquence. Une des caractéristiques de la division générale du tribunal de la sécurité sociale, c'est qu'une audience de novo, ce qui veut dire qu'on a le droit d'amener des faits nouveaux. On a le droit d'expliquer ce qui s'est passé de A jusqu'à Z. Il n'est pas certain que ça va se passer aussi facilement par écrit. En général, c'est un peu embêtant. Le tribunal est partagé en 2 sections. Aujourd'hui, on parle d'assurance chômage, mais aussi les questions de sécurité sociale, de sécurité de la vieillesse, excusez-moi, de revenus de pension du Canada, ce qui ne touche pas grand monde au Québec. Alors, on va voir tantôt ce que ça aura comme impact, mais on s'attend, ce n'est pas finalisé encore ce truc-là, mais il devrait y avoir autour de 45 juges qui vont faire le travail de... Bon, on verra tout à l'heure le chiffre, là. Mais la grande différence ici, c'est qu'un seul juge, c'est-à-dire qu'une personne au lieu d'un conseil arbitral de 3 qui était nommé par les organisations. Les éléments problématiques là-dedans, évidemment, c'est la fin du paritarisme, c'est la professionnalisation puis le délitement de l'appartenance territoriale des gens qui vont prendre la décision et la notion de rejet sommaire puis l'ensemble des procédures. Alors, la fin du paritarisme,
Ce que M. Salis n'a pas dit, c'est parce qu'il n'avait pas le temps de tout dire, évidemment, c'est qu'en 1911, avec les premiers conseils arbitraux, c'était des élections, carrément. Tous ceux qui payaient des cotisations, que ce soit les employés ou les employeurs. Donc, les employeurs votaient pour leurs délégués, les ouvriers votaient pour les leurs. Donc, il y avait un contrôle direct de qui prend la décision de façon participative. On est rendu aujourd'hui où 4 des 8 juges qui ont été nommés pour le Québec sont des anciens candidats conservateurs. On se demande bien comment ils ont été choisis. Bon, jusqu'à maintenant, toutes les critiques qu'on avait lues sur le conseil arbitral étaient qu'il y avait peut-être des choses à changer, mais, et là sincèrement, c'est très représentatif du travail de tout le monde, le paritarisme, c'est quelque chose qui avait été valorisé, comme disait M. Thompson, jusqu'à quelques instants avant que la loi passe. Ça amène une notion, et j'oserais jamais dire cela moi-même, je fais bien attention de dire que c'est M. Ellis, qui est un brillant professeur de droit à l'Université de Colombie-Britannique. Il dit que la fin du paritarisme et les nominations partisanes dans les conseils, pas juste dans les conseils, mais dans l'ensemble des tribunaux administratifs, ça amène 3 choses qu'il a nommées « responsive competence ». Premièrement, c'est un renvoi d'ascenseur. C'est une job payante et stable pour un ami qui nous a rendu service. Ça facilite, et là ça devient plus grave peut-être, ça facilite la mise en œuvre des politiques de l'exécutif. C'est-à-dire qu'on nomme des gens au tribunal pour qu'ils appliquent les valeurs et les notions que nous on veut. On veut changer le contenu de la loi, puis on s'assure que ceux qui l'appliquent partagent la vision qu'on a. Et il y a un risque d'incompétence parce qu'ils ne sont pas choisis sur la base de leurs compétences, mais sur la base de leurs amitiés. Alors, mais quand même, si on regarde la jurisprudence qui a été l'arrêt de base là-dedans, c'est Valente, ça respecte les notions de base sur la jurisprudence, sur l'indépendance de la justice, puisque les gens qui sont nommés ont entre 2 et 5 ans de mandat. Tantôt, je ne sais pas si vous vous rappelez, on parlait de 40, 45. Ces 40 personnes-là vont remplacer les 900 membres. Alors, il y avait avant 900 personnes, OK, on fait 300 équipes, mettons, puisqu'il était 83 villes. Maintenant, tu en as 40 pour tout le Canada qui vont marcher. Alors, le lien avec ta région, on repart ça. Dans le caractère d'indépendance, la perception que les gens de l'indépendance d'un tribunal est un facteur clé dans la confiance des requérants. Bon, en cas de doute, les ayants droit renoncent à engager ou à persévérer dans les recours. Donc, il va y avoir moins de monde à cause de ça qui vont aller. Sur la notion de rejet sommaire, rapidement, il y a des jurisprudences en masse qui disent, entre autres, l'occasion de présenter une plaidoirie. Une plaidoirie, sans ça, tu n'as pas de justice naturelle qui sont exprimées. D'autres juges aussi disent que si, puis c'est ça qui dirigeait, là, on parle de monsieur qui était juge en chef arbitre pendant longtemps, qui dit, si les gens n'ont pas la chance d'aller devant le conseil puis exprimer intégralement ce qu'ils vont, il y a une attaque à la notion de justice naturelle. Donc là, on restreint des droits. Sur la notion de rejet sommaire, ce qui est important de se rappeler, c'est qu'on pense souvent à la commission dans ces instances-là, et elle est perçue comme une partie neutre. La commission n'est pas neutre. Au contraire, la commission est une partie prenante de la game. Quand elle rédige une demande, quand elle rédige ses avis, un avis juridique, ce n'est pas un avis juridique qui flotte, qui est indépendant. Ils ont un intérêt dans la gestion du processus, dans la gestion du programme. Alors, le principe général du règlement, ça dit plus expéditif et plus économique. Je pense qu'ils ont décidé d'atteindre cet objectif avec les moyens technologiques, entre autres, mais les juges nous ont dit jusqu'à récemment, dans d'autres dossiers, que si tu n'es pas là en chair et en os, tu perds de la crédibilité. Et là, il est question de départ volontaire, d'inconduite, des enjeux qui relèvent essentiellement de crédibilité. On peut relier ça au changement. Il y a aussi des enjeux, il y a d'autres enjeux aussi. La Chambre des communes nous dit que 48% des Canadiens de 16 ans et plus n'ont pas les habiletés en littératie pour se débrouiller là-dedans. Ces 48-là sont, d'après moi, ont plus de chances de se retrouver prestataires de l'assurance chômage que les gens qui ont un diplôme universitaire. Donc, il y a un problème là. Les 3 caractéristiques qui distinguent la division d'appel, maintenant, on a besoin d'une permission d'appeler sur dossier écrit. Avant, on avait des gens qui étaient nommés. C'était des juges professionnels qui faisaient ça. Ils avaient une expertise juridique. Maintenant, les gens qui ont été nommés, il y en a parmi eux qui sont d'anciens candidats d'effet, il y en a qui sont des agents de centre, des agents d'immeubles, il y en a qui sont... c'est pas qu'ils vont pas y arriver et qu'ils seront pas capables de faire leur travail éventuellement, mais disons qu'ils ont besoin d'un bon programme de formation pour commencer. Entre autres changements, c'est pas majeur, mais ça existe, une année maximum. Avant, si on avait un fait nouveau qui apparaissait,
Ça pouvait être 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans après. On pouvait retourner à la commission et dire « Regardez ce dossier-là, je n'étais pas capable de faire la preuve. Maintenant, j'ai un fait nouveau qui me permet de le faire. » On pouvait être entendu. Il y a des cas, par exemple, l'arrêt Pelletier dans le mouvement syndical qui l'avait fait. Des chauffeurs d'autobus qui s'étaient fait faire une passe par les patrons avaient perdu leur droit au chômage. 1 an et demi plus tard, le patron témoigne à la CSST qu'il avait fait une passe pour empêcher les employés de travailler et d'avoir leur chômage. On se sert de ça, puis on retourne à l'assurance chômage, puis on gagne des droits. Maintenant, c'est fini. Tu n'as pas le droit d'être entendu après 1 an. Alors, sur les groupes de défense de droit, je sais qu'il y en a beaucoup ici, il y a des choses qui sont intéressantes à regarder. Ça, ce sont des chiffres qui sont fournis par l'assurance chômage, donc les données sont fiables. Quand les gens sont présents, ils ont plus de chances de gagner que quand ils ne sont pas présents. Quand des gens sont représentés, ils ont plus de chances de gagner que quand ils ne sont pas représentés. Quand on combine les chiffres ensemble, on s'aperçoit que les gens qui ne sont pas représentés et pas présents ont 13 % de chances de gagner, puis ceux qui sont présents et représentés ont 48 % de chances de gagner. Qu'est-ce qu'on fait? On les empêche de se présenter et on ajoute des procédures. Qu'est-ce que ça va être l'impact, vous pensez? Donc, en termes de multiplication des procédures, c'est assez évident. Il y a un transfert de coûts. Les choses, au lieu d'être faites par les fonctionnaires, sont maintenant faites par les prestataires puis les organisations parce qu'on augmente le nombre de documents à produire et on demande aux gens de gérer leurs documents. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, quand tu avais une audience, tu recevais un kit, ton dossier d'appel. C'est fini ça, le dossier d'appel. Ce que tu vas recevoir, c'est au fur et à mesure que ton dossier avance, une copie va être envoyée à toutes les parties. Puis c'est ta job de compiler puis de t'assurer que ça va bien. Alors, si tu es une firme d'avocats, c'est correct. Si tu es un syndicat, une organisation de défense de droit, tu vas y arriver. Si tu es un individu, tu n'as pas ton système de classement, tu n'as pas ta connexion Internet haute vitesse parce que tu vis à Côte-Nord ou bien dans Haute-Mauricie, ciao Charlie, parce qu'il te l'envoie par Internet, c'est clairement marqué. Puis c'est à toi, puis tu ne l'envoies pas une deuxième fois. C'est aussi marqué dans le règlement qu'il faut que tu demandes la permission puis qu'ils ont le droit de pas te la donner. Si tu demandes ton document une deuxième fois, ils te l'ont envoyé une fois. C'est quand même un peu embêtant. Tout ça, ça leur dit qu'ils vont sauver 25 millions, selon eux, dans le règlement. Moi, je pense que ce 25 millions-là, il va pas être sauvé, il va pas être payé par eux, mais il va être payé ailleurs. C'est ce qu'ils feront pas eux, ça va être les prestataires payés. Il y a une facture de 25 millions qui est transférée au groupe de défense. Alors, si on regarde le plan d'ensemble qui se dégage, l'objectif, on peut poser la question, est-ce que c'est de décourager la fraude ou les ayants droit? Je pense que, d'une part, la véritable fraude, c'est le détournement des fonds du régime. On est rendu à des dizaines de milliards et on continue à payer. Il y a une diminution de la couverture. Il y a de moins en moins de monde qui sont couverts. Ceux qui finissent par avoir des prestations en ont de moins en moins. Il y a des contrôles qui sont de plus en plus tight et abusifs. On va les appeler les Harper-Macoute. Et les sanctions répétitives, parce que maintenant, tu fais une faute, tu peux te retrouver 1 an après encore à payer pour cette faute-là. Puis des recours qui sont complexes et rédhibitoires. Alors, en conclusion, ça risque très certainement d'augmenter les non-recours. Il va y avoir un effet collatéral ou un effet recherché? Je vous laisse choisir la réponse. Est-ce que c'est clair? Oui. Il va y avoir des reculs dans les droits substantifs, les droits procéduraux. La protection sociale est affaiblie, l'équilibre du rapport de force est déplacé en faveur des employeurs. Et l'assurance chômage, est-ce que c'est encore une protection contre le risque social ou c'est maintenant considéré comme une protection pour un risque individuel? Moi, je pense que la réponse du gouvernement est relativement claire. Merci beaucoup.